Les élections communales ont été reportées au 11 décembre 2024 selon la nouvelle proposition de calendrier de la CENI. Un report suite à la demande du Premier ministre faisant état de plusieurs problèmes techniques. 7 athlètes malgaches représenteront Madagascar lors des Jeux olympiques 2024 organisés en France. Ils participeront à 5 disciplines différentes. Dans l'actualité internationale, coup d'envoi officiel ce soir des Jeux olympiques avec la cérémonie d'ouverture sur la scène à Paris, retransmise sur 80 écrans géants. Un spectacle en 12 tableaux interprété par plus de 3000 danseurs et comédiens et plus de 6000 athlètes. La date des élections communales a été reportée au 11 décembre 2024 selon la nouvelle proposition de calendrier de la CENI suite à la demande du Premier ministre. Initialement prévue pour le 6 novembre 2024 par la CENI, plusieurs raisons techniques, notamment le fait que le nouveau gouvernement ne soit toujours pas formé, ont poussé le Premier ministre à solliciter ce report. Cependant, cette nouvelle date devra être discutée par le Conseil d'État car elle tombe en pleine saison des pluies. Au sein de la CENI, nous avions initialement proposé la date du 6 novembre. Cependant, une lettre du Premier ministre évoquant quelques problèmes techniques, notamment le fait que le gouvernement ne soit pas encore formé, nous a conduit à proposer une nouvelle date pour les élections. Après réflexion, la CENI a estimé que le 11 décembre 2024 serait la date propice. Cette date est donc proposée par la CENI au gouvernement pour la tenue des élections communales. Mais il est nécessaire de solliciter l'avis du Conseil d'État, l'institution judiciaire compétente en matière électorale au niveau des régions. En effet, la loi précise que les élections doivent se dérouler en saison sèche, période qui exclut la fin novembre jusqu'à fin avril. Ainsi, il faut d'abord obtenir l'avis du Conseil d'État avant d'envisager la réalisation des élections. Si le Conseil d'État et le gouvernement donnent leur aval, le décret appelant les électeurs aux urnes pour le 11 décembre sera publié. De nombreuses conclusions peuvent être tirées de cette décision de la CENI. Premièrement, la CENI est-elle réellement indépendante? Ce sont le chef de l'État et le Premier ministre qui semblent commander, ordonner et ont le dernier mot en matière d'élections. Deuxièmement, les élections communales ne semblent pas être une priorité pour les dirigeants qui ne sont pas encore prêts pour leur déroulement. Troisièmement, les dirigeants n'ont personne à présenter comme candidat pour la capitale. Le candidat qu'ils devront présenter devra rivaliser avec plusieurs figures qui vont candidater selon les dires, tels que le président national du Parti TIC Madagascar, Marc Ravalomanana, le président de l'AFF ou Association Hans Futchau Alpha Pansun, Engravat Mang, Jinra Sanamas, Andrao Bel Nadanzumar et bien d'autres. Quatrièmement, la CENI n'a pas les moyens financiers pour organiser ces élections, comme elle l'a elle-même expliqué. Le budget de la CENI a été épuisé par les dernières élections présidentielles et législatives. Autrement dit, il doit encore y avoir une demande de budget au gouvernement et des financements de divers partenaires. Selon les explications, le budget utilisé pour organiser les élections présidentielles et législatives s'élevait à environ 400 milliards d'ariary. Cependant, l'élection du maire nécessite encore plus de moyens financiers que ces 2 dernières élections en raison du grand nombre de communes. Madagascar compte 1695 communes rurales et urbaines. Il faut également du temps pour préparer les élections, sans parler de l'impression des bulletins de vote uniques propres à chaque commune. Sept athlètes malgaches participeront aux 33e Jeux olympiques organisés en France dans 5 disciplines. Rosina Randafiarson pour l'artérophilie dans la catégorie des moins de 49 kg, Laura Enraswanevrazav en judo dans la catégorie des moins de 70 kg et Fabiola Kotarman en tennis de table. Sidonie Fiadanatsu et Rizavat Magakartinier prendront part à la course de 100 mètres, tandis que Oul Antarabedzon représentera Madagascar en natation. Il y a un athlète malgache de plus à cette 33e édition par rapport aux Jeux olympiques précédents à Tokyo.
La délégation malgache à Paris pour ces Jeux est composée de 23 membres qui a suscité la polémique. Elle inclut le ministre des Sports par intérim, les entraîneurs et le comité des Jeux olympiques. Rosina Randa-Vierson portera le drapeau malgache lors du défilé des athlètes malgaches durant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024 ce soir. Les enseignants formés dans les 28 centres régionaux de l'Institut national de formation pédagogique, ou CRI-NFP, ont réclamé aujourd'hui leur recrutement dans la fonction publique, comme promis par l'exécutif. Ils sont environ 3000 ayant réussi la sélection et complété une formation de 2 ans qui s'est terminée en décembre 2023. La promesse incluait une sortie de promotion et un recrutement en tant que fonctionnaire, mais 7 mois plus tard, cette promesse n'a toujours pas été tenue par l'exécutif à travers le ministère de l'Éducation nationale. Normalement, la sortie de promotion fait partie du processus de formation. Cependant, à ce jour, en juillet 2024, les résultats ne sont même pas encore publiés. Nous demandons la publication des résultats, la distribution des certificats et surtout le recrutement. On nous avait promis qu'une fois notre formation terminée, nous serions recrutés en tant que fonctionnaires. Les dirigeants ont prôné une politique qui dissuade le ministère de recruter des enseignants femmes. Seuls ceux ayant suivi une formation peuvent enseigner aux enfants malgaches, d'après le Vildram numéro 4. Or, la rentrée scolaire approche et nous n'avons toujours pas reçu de postes qui vont donc enseigner aux enfants malgaches dont le nombre continue d'augmenter. Des enseignants ont choisi de rester anonymes par crainte de représailles de la part du ministère de l'Éducation. Ce retard dans leur recrutement a un impact direct sur leur réalité quotidienne. Lorsque nous cherchons du travail et que les employeurs voient que nous sommes sortants du CRI-NFP, ils refusent de nous embaucher, craignant que nous quittions le poste en cours d'année. Cependant, au niveau de l'INFP, nous ne recevons pas de réponse satisfaisante concernant notre recrutement. Nous sommes donc dans l'attente, sans emploi. De plus, durant notre formation au centre, nous avons couvert toutes nos dépenses de manière autonome, en contractant des prêts auprès des banques. Un accord avait été prévu pour les remboursements en mars. Pensait que nous aurions eu notre sortie de promotion à ce moment-là. Puisque cela n'a pas été fait, le contrat a été renouvelé et le taux d'intérêt a augmenté. Si nous ne sommes toujours pas officiellement sortis et recrutés, ce taux continuera d'augmenter. Nous exigeons donc notre sortie de promotion et notre recrutement, c'est-à-dire l'arrêté de nomination. Ces 3000 enseignants formés sont censés enseigner au préscolaire, au primaire et au collège, mais se trouvent actuellement en attente. Ils attendent la nomination du nouveau ministre de l'Éducation et ses mesures. Si ce problème n'est pas une de ses priorités, ces enseignants, issus des 28 CRI-NFP, intensifieront leurs revendications. La restitution des îles éparses n'a pas été apportée lors de l'entretien d'Anjadwil avec le président français Emmanuel Macron aujourd'hui. Alors que beaucoup espéraient que cette question serait évoquée, les observateurs ont été déçus. L'entretien a principalement porté habituellement sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, ainsi que des questions sur l'augmentation de la production d'énergie à Madagascar, notamment à travers des projets de construction de sites hydroélectriques. Le fait que la restitution des îles éparses ait été omise signifie que la revendication malgache est complètement oubliée et d'ailleurs, elle n'est jamais soulevée lors des rencontres entre Anjadwil et le président français. Rappelons que la restitution de ces îles a été souvent soulevée par le passé pour séduire l'opinion publique malgache et apaiser les experts en relations internationales. Lorsque le processus a progressé et que la revendication est devenue plus sérieuse, le président malgache lui-même a demandé le report de la réunion prévue entre les deux parties, laissant la commission créée pour cette question inactive jusqu'à présent. L'ensemble du peuple malgache est dessus, surtout après avoir appris qu'Anjadwil a également la nationalité française. L'Académie malagasy a consacré ce jour du 26 juillet à Raymond Randzev et à son épouse Yvette Rapetaf Randzev.
Le professeur Remo Randzev fait partie des académiciens ayant présidé l'Académie Malagasy, un poste qu'il a occupé de 2017 à 2021. En plus d'être enseignant et juriste, Remo Randzev a été l'un des juges de la Cour internationale de justice. Durant ses 18 années en tant que vice-président de cette institution, il a jugé des dirigeants et des gouvernements, de sorte que les perspectives et les pratiques des experts juristes malgaches ont pu contribuer à l'élaboration des lois internationales. Ne pensons pas que seuls les grands demeureront grands. Nous avons tous du potentiel. Les Malgaches ont une autre façon de penser et les juristes malgaches ont toujours eu leur propre approche. Cette perspective unique a contribué à l'élaboration des lois internationales. Prenons l'exemple des îles Éparses. En 1979, une décision des Nations Unies a décrété que ces îles devraient être restituées à Madagascar. Peu de gens, même parmi les Malgaches, y ont cru jusqu'à présent. Pourtant, c'est moi qui ai élaboré cette loi, soutenue par l'État malgache. Il s'agit d'une loi internationale concernant l'annulation de la colonisation. En outre, les événements dans le pays ne reflètent plus la vérité selon les explications. Cet expert en droit, ayant une vaste expérience dans le domaine international, a participé à une réunion avec des intellectuels malgaches sur le rétablissement de l'état de droit dans le pays. Il a souligné que de nombreux malgaches s'impliquent encore pour défendre Madagascar. La capacité de réfléchir et d'exprimer ses idées en plusieurs langues, ce dont je remercie ma femme, qui enseigne l'anglais, déterminera l'avenir du monde. Je pense que, tout au long de l'histoire, les Malgaches ont toujours été parmi les premiers en matière de réflexion, notamment en politique. Cependant, nous ne le savons pas, car cela ne nous a pas été enseigné, et cela n'est pas appris, car cela perturberait les projets pour cette île. L'application de la loi n'est pas uniquement ma responsabilité, je dis simplement en tant qu'enseignant que la loi doit être appliquée. Il est triste que la connaissance et la compétence ne soient plus considérées pour prôner la vérité. Toutefois, il est encourageant de voir que les Malgaches restent mobilisés et qu'il y a encore des Malgaches qui réfléchissent et sont prêts à se dresser pour leurs convictions. Le 26 juillet a donc été la journée consacrée à Remo Randzev et à son épouse par l'Académie malgache. Une présentation a été faite par les membres de l'Académie. Elle a porté sur les origines de Remo Randzev, l'idéologie qui l'anime, ainsi que sur le fait que lui et son épouse sont des intellectuels malgaches. Le monde de la politique malgache a une nouvelle fois perdu une figure emblématique. L'ancien sénateur de Madagascar, Jean-André Soud, connu sous le nom de Khaled, est décédé hier vers 19h à l'hôpital polyclinique Ilafi à l'âge de 78 ans. Né le 13 février 1946, Khaled a été non seulement un politicien, mais aussi un entrepreneur qui a fondé le groupe Khaled, spécialisé dans le tourisme et l'hôtellerie. En 2001, il est devenu sénateur de Madagascar, représentant la région Anoussi. Par la suite, il a été membre du parti Tiku Madagascar avant de créer son propre parti politique, le parti Liarek. Ce dernier a rejoint la plateforme IRT et a soutenu le président Andjadjwil en 2019. En reconnaissance de son engagement et de son dynamisme dans le monde politique, il a été nommé conseiller spécial du président en avril 2022. Le corps du feu Khaled est arrivé cet après-midi à Tolanar. Au nom de toute l'équipe du journal de Cool TV FM, nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille. La visite d'Andjadjwil à l'aéroport d'Ivat mardi dernier continue à susciter des interrogations sur l'implication personnelle du président à un moment précis, alors que les plaintes concernant les cas de corruption foisonnent depuis plusieurs années. Ces 5 dernières années, de nombreuses richesses nationales sont sorties clandestinement du pays. Ce n'est que maintenant que le régime Randzev affiche une détermination à lutter contre la corruption. Des lémuriens, des tortues, des bois précieux, des pierres précieuses et une grande quantité d'or ont déjà quitté le pays, souvent sans que le personnel des ports et des aéroports ne s'en aperçoive. Ainsi, malgré l'arrêt officiel de l'exportation d'or en septembre 2020, le trafic d'or s'est intensifié entre 2020 et 2023.
Les données du département des affaires économiques et sociales publiées sur le site des Nations Unies font ressortir des exportations de 2490 kg d'or d'une valeur de plus de 143 millions de dollars, environ 572 milliards AED en provenance de Madagascar vers Dubaï, la capitale des Émirats arabes unis en 2021. Cette information a été rapportée par les opérateurs d'or basés à Dubaï et transmise au département des affaires économiques et sociales. Pour sa part, la Banque centrale de Madagascar a déclaré l'inexistence d'exportation d'or sur son site web, ce qui suggère que ces 2490 kg d'or arrivés à Dubaï ont été exportés clandestinement. Les exportations clandestines vers Dubaï ont continué en 2022 avec 515 kg d'or d'une valeur de plus de 30 millions de dollars. Près de 120 milliards d'AED, alors que la Banque centrale de Madagascar continue à afficher des exportations inexistantes durant cette année. En 2023, 1019 kg d'or d'une valeur de plus de 62 millions de dollars, soit plus de 248 milliards d'AED, ont été envoyés en Turquie. Une fois de plus, la Banque centrale de Madagascar n'a pas vu ces exportations, affirmant que Madagascar n'avait exporté aucun gramme d'or en 2023, tout comme en 2021 et 2022. Cet or, envoyé clandestinement en Turquie, s'ajoute aux 1003 kg expédiés par la Banque centrale en mai 2023, dont la justification officielle est la fabrication d'or monétaire. Selon le président du syndicat des travailleurs de la douane, les trafiquants d'or font partie d'un réseau mafieux que les forces de l'ordre n'arrêtent pas et que la justice ignore. Groupena mafia ao ambadika ireo zavatra rehetrarehetra ary hitatsika na tamin'ireny affaire 73 kg reny ara zay. Il y a un groupe mafieux derrière tout ça. Nous avons pu voir que pour l'affaire de l'exportation des 73 kilos d'or, l'avion n'aurait pas dû avoir une autorisation de vol entre Toliara et l'Afrique du Sud. Et pourtant, les responsables qui ont délivré cette autorisation n'ont pas du tout été inquiétés. Les responsables incriminés n'ont pas été envoyés à la prison d'Antanmour. À la place, on leur a fait faire des mops, ce qui n'est pas légal. À quel niveau se situe donc le laxisme? Se trouve-t-il au niveau de la justice ou bien y a-t-il népotisme? C'est ce qui est intolérable dans le pays. Seuls les petits poissons sont sanctionnés. Les gros poissons, quant à eux, font ce qu'ils veulent. Les exportations clandestines d'or ne remontent pas à 2020 uniquement, mais existent depuis de nombreuses années, si on considère les chiffres du département des affaires économiques et sociales publiés par le site officiel des Nations Unies. En 2019, ces données font ressortir des exportations de 3291 kg d'or en provenance de Madagascar vers Dubaï. La Banque centrale de Madagascar mentionne l'existence d'exportations d'or, mais d'une quantité inférieure à celle indiquée par cette source. Entre les chiffres de la Banque centrale, qui indiquent des exportations de 2100 kg d'or, et ceux des Nations Unies, il y a un écart de 1191 kg d'une valeur de plus de 48 millions de dollars, soit près de 196 milliards d'AED. En d'autres termes, c'est cet écart de 1191 kg qui a fait l'objet d'une exportation illicite. La comparaison des chiffres du site des Nations Unies et de ceux de la Banque centrale de Madagascar met en exergue une augmentation des exportations clandestines d'or ces 6 dernières années. En 2018, 12% d'or ont été exportés illicitement, soit 394 kg sur 3394 kg. Ce pourcentage d'exportation illicite est passé à 36% en 2019, soit 1191 kg sur 3291 kg. Il a grimpé à 46% en 2020, soit 1280 kg, pour caracoler à 100% en septembre 2020, lorsque le gouvernement a suspendu les exportations d'or. Au total, ce sont 6 889 kg d'or d'une valeur de 365 millions de dollars, soit 1600 milliards AED, avec une parité de 4500 AED pour $1, qui ont été exportés clandestinement de 2018 à 2023. Ce montant de 1600 milliards AED est supérieur au budget alloué au ministère de l'Éducation nationale cette année, si on se réfère à la loi des finances rectificatives qui lui attribue un budget d'environ 1500 milliards AED.
En d'autres termes, l'argent engrangé par les trafiquants d'or en 5 ans est équivalent au budget annuel alloué à l'éducation des enfants malgaches. Une bonne gouvernance et l'existence d'un état de droit peuvent donc permettre de parvenir à la gratuité de l'enseignement pour tous, au recrutement des enseignants femmes dans la fonction publique et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement sur un plan d'ensemble, alors que l'or malgache ne profite à l'heure actuelle qu'à une minorité constituée de trafiquants. Ce montant de 1600 milliards représente plus du double du budget alloué au ministère de la Santé cette année si on se réfère à la loi des finances rectificatives 2024 qui lui a alloué un budget de 700 milliards AGH. Il pourrait permettre à la population de se rapprocher des centres de santé par la création de nombreux centres de santé de base, la gratuité des soins, l'équipement des centres de santé et le recrutement des agents de santé en tant qu'agents de l'État. Mais pour le moment, ce montant qui provient des exportations de l'or national est détenu par une minorité constituée de trafiquants. Force est de constater que développer le pays grâce à ses richesses est possible, même si on ne prend en compte que l'or. Mais elles sont entre les mains de trafiquants en tout genre, pendant que l'État brille par son inertie. Une situation qui suscite des interrogations quant à l'existence de complicité à différents échelons de la hiérarchie. Des agents des douanes, au courant des sorties illicites de produits du pays, ont soumis des propositions auprès de la présidence de la République pour lutter contre les exportations clandestines des richesses nationales et se sont directement entretenus avec le ministre de tutelle. Mais jusqu'à maintenant, aucune suite n'a été donnée par l'exécutif à la stratégie de lutte proposée. Dia fombenombeny ny teny foana izahay nanome sosokevitra ny amin'ny fomba izay. Nous avons à plusieurs reprises émis des suggestions pour lutter contre les exportations clandestines, comme par exemple mettre en place un scanner mobile pour surveiller tous les véhicules qui entrent sur la piste afin de détecter ce qu'ils transportent. Nous savons pertinemment que l'or n'a pas de pied pour se déplacer. Tant que les fouilles seront faites par des êtres humains, il est clair qu'une partie des véhicules leur sera inaccessible. Avec un scanner, tout est visible. Nous l'avons proposé aux responsables il y a 3 ans, mais jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. S'agit-il de manque de détermination ou de manque de moyens? Au-delà d'une stratégie bien élaborée, la voie diplomatique est aussi une solution envisageable. Dubaï est l'un des principaux pays importateurs d'or de Madagascar. À l'heure actuelle, les relations entre Madagascar et les Émirats arabes unis sont au beau fixe, vu que Madagascar a même décidé d'y ouvrir une ambassade, selon le Conseil des ministres de mai dernier. Si le régime Radziwiłł est prêt à s'investir dans la lutte contre les exportations clandestines d'or, pourquoi ne leur demande-t-il pas l'identité des exportateurs d'or de Madagascar ces 4 dernières années? Pour les observateurs, tant que l'on n'osera pas appliquer la loi envers les gros poissons, le reste n'est que pure gesticulation et la descente à Radziwiłł à Ivat le 23 juillet ne peut être assimilée qu'à un coup de communication. Plus que quelques heures avant que la scène ne se transforme en théâtre grandiose de la cérémonie d'ouverture. Entre le pont d'Austerlitz et la tour Eiffel, 6 km, 40 minutes par bateau pour 205 délégations. Comme le veut la coutume, la Grèce ouvrira le bal, que la France prendra le soin de refermer. Sur le bateau tricolore, Florent Manodou et Mélina Robert-Michon les porte-drapeaux. 12 tableaux artistiques égrenés le long du parcours raconteront l'histoire de notre pays. Au bout de l'île Saint-Louis, une station de métro recréée avec peut-être Lady Gaga. Des performances sur les quais, mais aussi dans le ciel. Pont des Arts, Aya Nakamura chantera ses titres en plus de ceux de Charles Aznavour. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Au Louvre, les œuvres sortiront du musée. Les bateaux poursuivront ensuite leur croisière accompagnés par Sofiane Pamar, Juliette Armanet et Philippe Catherine. L'arrivée au Trocadéro, sur ce podium apparaîtra le dernier relayeur de la flamme. La vasque, elle, sera allumée au jardin des Tuileries. La cérémonie se terminera avec un final en musique. Ses fans espèrent Céline Dion. Il sera alors 23h30. La France aura brillé pendant près de 4 heures dans le monde entier.